Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans ce grand amphithéâtre de l'ESJ Lille pour le Journal Livre, la deuxième édition du Journal Livre. On est ravis de vous accueillir. On va passer 1 heure ensemble donc, sur la thématique Faits divers, l'art de la distance, sur laquelle évidemment vous pourrez poser des questions. Vous doutez qu'il va être parfois question d'affaires qui peuvent être sensibles. Je préfère le dire en amont, évidemment. S'il y a des sujets qui sont trop sensibles pour vous, n'hésitez pas à sortir de la salle si besoin. Donc j'accueille 3 invités avec moi aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci. Je vais vous présenter rapidement, présenter un peu le sujet, puis on va démarrer assez vite avec les questions. Donc Patricia Touranchot, journaliste pendant 25 ans à Libération en tant que rubricarde police, chroniqueuse judiciaire. Tu as écrit entre 3000 et 3500 papiers entre 1990 et 2015, quand même, oui. Tu as également réalisé des documentaires, écrit de nombreux livres, dont le dernier Rubrique Faits divers que j'ai ici, au Seuil, regroupe 69 articles sur des affaires plus ou moins connues. Plana Radenovic, bonjour, journaliste à RTL en police-justice, après quelques années au JDD et avant ça à La Voix du Nord. Tu as également écrit plusieurs livres et tu diriges une collection intitulée Polar réel chez Michalon. Donc, le dernier ouvrage, Le temps qui lui reste, opère une plongée dans la tête de Frédéric Péchier, dit l'anesthésiste de Besançon. On en reparlera. Et Marion Dubreuil, bonjour, journaliste et également dessinatrice judiciaire à RMC. Tu as écrit le livre Mazan, la traversée du Styx aux éditions du Globe et tu travailles actuellement sur le même sujet, sur une BD qui paraîtra à l'automne prochain. On en reparlera aussi. Merci à toutes les 3 d'être là. Donc les faits divers, les affaires police-justice sont des sujets éminemment humains que les journalistes spécialisés tentent de retranscrire au mieux avec toute la déontologie qui caractérise le métier, mais aussi avec son humanité, ses sentiments, son point de vue. Donc, comment ne pas juger quand on assiste à un procès? Comment prendre assez de distance pour réussir à mener à bien un article, un livre? Faut-il prendre de la distance d'ailleurs? On va en parler. Et comment personnellement réussit-on à mettre une distance nécessaire pour ne pas se laisser atteindre par cela? On va parler de tout ça avec mes 3 invités. Donc j'aimerais d'abord qu'on définisse cette distance. Pour vous, c'est quoi? Ici, à l'École supérieure de journalisme de Lille, on l'enseigne. Est-ce que c'est faire attention toujours au contradictoire? Est-ce que c'est s'interdire de juger? Est-ce que c'est s'obliger à adopter un point de vue neutre? Pour vous, c'est quoi la distance? Je ne sais pas qui veut commencer. C'est avant tout respecter le contradictoire pour moi, essayer de recueillir tous les points de vue, mais ensuite il ne faut pas être trop loin non plus de ses sources. Alors côté police, gendarmerie, service de renseignement, oui, il y a une distance à tenir, mais du côté des bandits, des victimes, si on n'est pas dans l'empathie, si on n'est pas à l'écoute et si on ne devient pas un peu proche d'elle, on n'obtient pas grand-chose. Donc moi je dirais qu'il faut d'abord avoir de l'empathie pour les gens, pour tous les côtés, mais pas être trop distant non plus. Je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Patricia et moi je trouve qu'on confond du coup le souci du contradictoire qui est inhérent à la pratique du journalisme avec la neutralité. Et je pense que c'est une mauvaise chose. Je pense que la neutralité, à partir du moment où on écrit, elle n'existe pas. En revanche, il faut savoir connaître ses limites. Et c'est ça qui va permettre de créer de la distance. Pour donner un exemple, moi par exemple, qui m'a fait repenser la distance à l'égard notamment de parties dans une affaire et dans une audience, c'est la famille de Julie Douib qui a été assassinée en mars 2019 par son ex-conjoint. On commence une audience dans laquelle on sait qui est l'auteur, puisqu'il s'agit de son ex-conjoint, et que ça ne fait pas de doute. Et donc, à ce titre, la présomption d'innocence ne nous incombe pas à nous, journalistes, elle incombe à l'appareil judiciaire. Et je me souviens avoir eu au départ du mal à me positionner à l'égard de cette famille avec laquelle j'avais énormément d'empathie, qui a été une vraie rencontre
pour moi. Et progressivement, j'ai accepté d'arrêter de mettre une fausse distance entre eux et moi, entre leur douleur et ma compréhension. Et je dois dire que le jour où je me suis libérée de ça, grâce à leur histoire et à notre compagnonnage, je suis devenue une meilleure journaliste. En fait, c'est pas un débat, je pense, parce qu'on est toutes d'accord. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elles ont dit toutes les deux. En fait, moi, je crois pas ni à la neutralité ni à l'objectivité. Et je pense que la distance fait pas de nous des meilleurs journalistes, en tout cas la distance, comme tu le disais, avec les gens normaux, en fait, parce que oui, il faut avoir une distance avec toutes les sources institutionnelles. Il s'agit pas, parce qu'on fait des faits divers, d'être la voix de la police, ou parce qu'on suit des audiences, de toujours défendre la justice, ça c'est sûr. Mais par contre, avec les gens normaux, normaux, je sais pas, ça veut rien dire, mais les gens lambda qui vous parlent pas d'une institution, là pour moi, en tout cas, quand je les rencontre, je n'ai aucune distance. Après, c'est dans la restitution de ce qu'ils vont me dire et moi j'ai fait de la presse écrite et de la radio, donc dans l'article que je vais faire après, où en effet je vais mettre du contradictoire et je vais essayer de prendre un peu de recul au moment de l'écriture, mais pas du tout au moment de la rencontre. Vous voyez, vous imaginez, vous avez une victime qui se confie à vous, qui évidemment, c'est dur pour elle, elle parle, elle est émue, etc. Vous n'allez pas lui dire « Non mais attendez, il y a la présomption d'innocence, là celui que vous accusez, si ça se trouve, c'est pas lui. » Vous pouvez pas tout de suite mettre la distance, sinon elle va juste arrêter de se confier. Vous savez, faut d'abord être là pour offrir une écoute, je pense. En fait, c'est un peu comme un élastique pour moi, la distance. Au début, on est tout proche pour avoir le plus d'informations possible et le plus d'humanité possible. Et puis après, on s'éloigne quand on est journaliste et qu'on doit restituer l'échange qu'on a vécu. Tu parlais, Patricia, d'empathie. Quand on a préparé cette table ronde, chacune d'entre vous m'a parlé de cette empathie. C'est pas toujours simple, je pense, pour le grand public de comprendre qu'on puisse avoir de l'empathie des deux côtés, j'ai envie de dire, d'une affaire. Comment vous l'expliquez et qu'est-ce que ça apporte vraiment précisément, journalistiquement, d'avoir de l'empathie? Parce que l'objectif, c'est quand même de remplir votre mission de journaliste. Dans l'affaire Guy Georges, par exemple, l'empathie, elle est naturellement vers les victimes et les familles de victimes. C'est naturel, on va aller vers ça. Mais en explorant le dossier, puisque moi, ce que j'écris dans le livre, je ne flique pas, je ne juge pas, je questionne, enfin, voilà, je mène des enquêtes journalistiques et des récits journalistiques, mais la personnalité du criminel m'intéresse toujours aussi. Et en fait, je vais m'apercevoir que Guy Georges a commis des actes absolument monstrueux, les photos de scènes de crime, elles sont atroces. Les restitutions que m'en font les familles de victimes, c'est atroce. Mais en se penchant sur la personnalité de ce Guy Georges, je vais m'apercevoir en interviewant sa mère adoptive, ses amis, ses demi-frères, les gens des squats, ses petites copines, que c'est moins clair que ça, et je vais ressentir aussi un peu d'empathie, de compréhension, pour ce bébé, en fait, qui a été abandonné à 5 jours, qui a été trimballé par sa génitrice partout, qui n'arrivait pas à le fourguer. Elle a essayé de le fourguer à ses parents, qui avaient déjà le premier enfant d'Hélène Rampillon, qui lui ont dit, écoute, non. Après, elle l'a mis dans une nourrice qu'elle n'a pas payée. Donc, et en fait, ce que j'ai trouvé dégueulasse, c'est que cette femme, on peut comprendre à un moment donné qu'une femme qui a plein de soucis, elle abandonne son enfant, sauf qu'elle a refusé de signer les papiers officiels d'abandon. Et donc, il n'a pas pu être adopté. Et donc, quand enfin elle signe les papiers, il a presque 6 ans. Et là, on lui dit, mon petit Guy, tu vas plus t'appeler Rampillon, on va coller ton deuxième prénom, c'est Georges, et puis t'es né le même jour, 15 octobre 62, mais pas au même endroit. Là, à partir de maintenant, t'es né à Angers. Je veux dire, à 6 ans, un enfant se rend compte de choses comme ça. Et du coup, c'est juste pour vous expliquer qu'à un moment donné, l'empathie, elle va aller de l'autre côté aussi.
moi je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans notre travail de journaliste, parce que, comme tu viens de le dire, en fait, l'empathie naturelle, elle est toujours du côté des victimes, et c'est normal. Enfin, on est humain, on voit quelqu'un qui a subi quelque chose, on a une empathie naturelle vers eux. Mais en fait, nous, si on est journaliste, c'est aussi pour avancer un peu plus que ce qui est le réflexe naturel de chacun, je pense, et en fait d'explorer un peu plus de choses que juste la chose vers laquelle je serais allée normalement. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais enfin, avant moi d'être journaliste, j'aurais jamais pensé parler à un criminel. Enfin, c'est con, mais je sais pas, j'en avais pas dans ma famille. Enfin, je ne pensais pas. Et en fait, le fait d'avoir cette espèce de sésame qui est la carte de journaliste qui vous ouvre plein de portes, en fait, moi je l'utilise pour faire des choses que jamais j'aurais pu faire avant et qui vont vachement m'intéresser. Et l'empathie, elle est nécessaire de toute façon, parce que en fait, c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre l'empathie avec les criminels. C'est parce qu'en fait, les criminels sont aussi des êtres humains. Donc voilà, ils ont été bébés, etc. Enfin, c'est un cliché ce que je dis, mais c'est vrai que c'est dur à pas rationaliser, mais à vraiment ressentir. C'est-à-dire que nous, on a envie de se dire que c'est des monstres et que, voilà, on les range dans cette catégorie, on ne s'intéresse plus jamais à eux. Mais déjà, par exemple, moi j'ai travaillé sur l'affaire du violeur de la Sambre, et le violeur de la Sambre, donc lui, il a été condamné là pour une 50aine de viols et agressions sexuelles sur 30 ans. Et en fait, moi j'ai eu beaucoup d'empathie pour sa femme. Parce qu'en fait sa femme, si vous voulez, un matin les policiers sont arrivés de la police judiciaire, ils sont arrivés chez elle, ils ont dit voilà, votre mari c'est le violeur de la Sambre. Enfin voilà, ils sont pas toujours très délicats comme on le sait. Et donc elle était complètement, elle pensait peut-être qu'il la trompait, parce que des fois il rentrait pas, il partait tôt le matin et il se demandait ce qu'elle allait faire, mais évidemment qu'elle n'imaginait pas que c'était le violeur de la Sambre. Bon bref, donc sa vie s'est effondrée, etc. Et donc j'ai eu de l'empathie pour elle. Et donc je trouve que c'est intéressant en fait, d'explorer les affaires, pas que d'une manière trop extérieure, et vraiment de rentrer dedans. Et juste pour finir, là le livre que j'ai fait, c'est avec Frédéric Péchier. Donc là en ce moment son procès, d'ailleurs j'y vais à Besançon la semaine prochaine. Son procès se déroule à Besançon en ce moment. Il est accusé de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels. Lui, il a toujours clamé son innocence. Il n'a pas fait un seul jour de prison. Et en fait, pourquoi j'ai fait un livre avec lui ? Parce que je l'ai rencontré et qu'il y a une énigme en fait sur ce mec. Enfin, moi, j'adore tout ce qui est psy et tout ça. Et en fait, il y a un expert psychiatre, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle Daniel Zaguri, qui est connu, mais dans notre domaine. Donc c'est pour ça que je ne veux pas avoir l'air de dire que tout est connu, alors que des fois les gens ne connaissent pas. Mais en tout cas, il est très reconnu dans son domaine, qui a écrit dans son rapport d'expertise, que tous les criminels sont expertisés pendant l'instruction judiciaire, que cet homme n'avait rien d'un tueur en série dans sa personnalité. Ce qui ne veut pas dire que c'en est pas un, c'est pas ça, mais soit, en fait, Zaguri écrit, soit c'est une énigme psychopathologique, genre on n'a jamais vu un tueur en série avec cette personnalité-là, ou soit c'est pas lui. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant. Donc, moi, j'ai essayé je l'ai vu de très nombreuses fois jusqu'à son procès. Même là, en marge du procès, je le vois parce qu'il est libre, en fait. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité, il est libre. Et l'idée du livre, c'était de me dire, je veux raconter la trajectoire de cet homme, qu'il soit coupable ou innocent. Finalement, ça m'importe peu. Enfin, de toute façon, je peux pas le savoir. En gros, il n'y a que lui qui le sait vraiment. Mais par contre, je veux raconter cette descente aux enfers, cette chute, quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire, qui est un médecin super riche, qui fait des super vacances en famille, etc. En 2017, garde à vue, il perd tout. 2021, tentative de suicide, là il est au RSA. Enfin, c'est quelqu'un à qui on a enlevé tout ce qui faisait le sel en fait de sa vie, et ça je trouvais intéressant, qu'il soit coupable ou qu'il soit innocent, de raconter ça. 8 ans de procédure judiciaire, la lenteur de la justice qui détruit un homme. Donc ça c'est de l'humanité, c'est pas jugé, et c'est je trouvais que c'était intéressant. Pardon, c'était un peu long. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur un point, c'est que l'empathie, elle n'est pas naturelle à l'égard des victimes, enfin pas toujours. Et notamment, moi, dans un domaine sur lequel je travaille beaucoup, qui sont les violences sexuelles, parce que justement, très souvent, la victime, elle se comporte pas comme on l'attend, pas comme on le souhaiterait, qu'elle est en colère, qu'elle peut être désagréable, qu'elle peut avoir énormément d'aspects qui vont irriter l'interlocuteur, que ce soit un journaliste, que ce soit un magistrat, un agent des forces de l'ordre, et que, en fait, bien souvent, elle est une parole qui dérange et qui va parfois amener à une protection davantage de l'homme, ou la plupart du temps, qu'elle accuse, que
de la parole qu'elle porte. Donc ça, c'est la différence. Après, moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, Patricia, et moi, c'est ce que je vais chercher dans un procès, notamment, c'est le parcours de Guy Georges, c'est en fait tous les manquements de l'institution. Et je trouve qu'au-delà même de la question de l'empathie qu'on peut avoir pour ces hommes quand ils se trouvent sur les bancs des prévenus ou les bancs des accusés, c'est se poser la question de qu'est-ce qui a dysfonctionné pour eux aussi. Et par exemple, au procès Mazan, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une large partie des hommes qui étaient accusés. Ça n'enlève pas leur responsabilité, mais ça permet de se questionner sur la société qu'on forme, qui avaient été victimes de violences sexuelles dans l'enfance et qui n'avaient pas eu de réponse à leurs propres paroles, à leur propre dénonciation, et qui a déjà fait l'expérience de l'impunité. C'était par exemple l'un d'entre eux qui avait signalé son professeur de tennis et qui s'était vu répondre par la gendarmerie que cet homme était intouchable. Et que donc du coup, premier contact avec la justice, en tout cas avec la chaîne judiciaire, c'est une porte fermée. Et il y en avait beaucoup qui étaient dans cette situation-là. Et ça construit aussi un parcours. Après, on a toujours le choix et la responsabilité de ce qu'on va faire de notre vie, mais il y a des éléments comme ça qui permettent de comprendre aussi des parcours criminels et des passages à l'acte. Ces dysfonctionnements, ces changements, ça peut aussi donner envie, pardon, ces dysfonctionnements, pas ces changements, mais justement de faire changer les choses en tant que journaliste. Et la distance, elle peut aussi... la question de la distance, elle peut se poser à cet endroit-là. Marion, tu en parles dans ton livre sur est-ce qu'il faut... est-ce que ton rôle, c'est de uniquement rendre compte ou est-ce qu'il s'agit de faire changer les choses? Comment vous vous posez cette question-là? Quelle est la réponse que vous y apportez? Moi, la réponse la manière dont je le fais pratiquement, parce que c'est plus intéressant, c'est de me dire que quand j'assiste à un procès, je ne vais pas seulement raconter une histoire qui se passerait indépendamment de l'enceinte judiciaire. Je vais essayer de raconter comment l'enceinte judiciaire, comment l'institution se saisit d'une histoire et quelle réponse elle va y apporter. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est la bonne distance, entre guillemets, qui est à la fois critique et qui me permet de tenter de faire changer les choses à mon échelle de journaliste. C'est de ne pas vouloir juste raconter une histoire sordide, mais de raconter la réaction de la société à l'égard de cette histoire sordide. Et je pense que c'est plus difficile parfois de le faire à l'échelle d'une chronique à la radio, ce que je fais au quotidien, mais je pense que malgré tout, en donnant quelques éléments de contexte, en rappelant toujours l'espace ritualisé qui est par exemple une salle d'audience, comment ça se déroule, en donnant quelques clés comme ça de compréhension à l'auditeur ou au lecteur si on écrit, on fait ce travail-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'espace d'un livre, parce qu'il y a un moment où ça déborde, en fait. Ça suffit plus de faire une chronique au quotidien. Non, moi, faire changer les choses, je suis pas sûre que ce soit mon but. Je raconte des histoires, mais au stade du fait divers, c'est-à-dire quand l'affaire survient, qu'elle soit petite ou grande, en suivant toute l'enquête et l'instruction, parfois on s'aperçoit de choses dingues. Et ça, c'est à nous de les raconter. Enfin, les dysfonctionnements, c'est incroyable. Dans l'affaire Guy Georges, on en a eu un gros parce qu'on n'avait pas de fichier national d'empreintes génétiques. Et d'ailleurs, moi, j'étais totalement opposée à la constitution de ce fichier jusqu'au jour où je me suis aperçue en 96 avec l'affaire d'une petite Britannique qui avait été violée et assassinée à pleine fougère dans une auberge de jeunesse en Ille-et-Vilaine. En fait, il y a un type, un routard tatoué, qui est interpellé par la gendarmerie. Le mec, il passe aux aveux. Il est présenté, mis en examen, incarcéré. Le juge fait une conférence de presse, raconte, voilà, les gendarmes sont là en train de raconter, ça y est, on a trouvé le coupable, machin, etc. Et puis, il faut un test ADN, on n'a pas le fichier à l'époque, mais une comparaison avec le sperme qui est trouvé sur la victime, et c'est pas lui. Et Patrice Padet, le routard, là, il témoigne, il dit « Ouais, moi, en garde à vue, ils m'ont fait avouer n'importe quoi, je m'en fous. Et ils m'auraient dit « Elle est brune, elle est blonde. » Je dis « Allez, moi, je vais aller dormir, je veux bouffer, je veux sortir de là, je m'en fous. » Et là, je me suis dit « Waouh, l'ADN, ça peut aussi innocenter. » Et donc, j'étais pour
après ce fichier. Donc, dans l'affaire Guijot, c'est assez simple. Les dysfonctionnements, on les voit à ce niveau-là. Mais parfois, c'est beaucoup plus pernicieux. Et je trouve que ça fait partie de notre boulot de le dire. Par exemple, dans ce bouquin, j'ai des portraits de grands flics, enfin, Flick Story, ça s'appelle. Et il y en a un, c'était Roger Marion, d'ailleurs il a bossé à la PJ de Lille à une époque, mais il était le grand patron de la police judiciaire antiterroriste, en gros. Et au fil des enquêtes et des témoignages de certains de ses collègues, on me dénonce un tas de pratiques qui ne se font pas. Et ce mec, il était hégémonique, mais à un point, il s'attribuait en fait tous les résultats, les beaux résultats des enquêtes, comme pendant les attentats des GIA en 95. Et à la fin, c'était d'autres que lui, notamment les renseignements généraux, la brigade criminelle de Paris qui avait permis d'élucider ces affaires. Et lui s'attribuait tous les résultats. Il allait sabrer champagne avec Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur. Et là, j'ai recueilli beaucoup de témoignages, j'ai enquêté que sur lui. Et j'ai fait une page qui s'appelait Marion, foudre de guerre des polices. Alors, je me suis grillée auprès de magistrats antiterroristes qui le soutenaient, notamment Laurence Levert, le juge Bruguière. À un moment, je me suis retrouvée un peu sans source, en fait, mais j'avais pas calculé. Il me paraissait quand même indispensable de critiquer ce mec-là. Et puis après, finalement, ça m'a servi parce que même ses propres troupes qui avaient peur de lui et qui menaçaient d'être virés à chaque fois, enfin... Finalement, tout le monde me parlait en douce en me disant « Non, mais vous avez été hyper courageuse de le dézinguer. » Et voilà. Et même s'il a gagné des galons à chaque fois que je lui faisais un papier, en fait, il disait « Ouais, la petite pute de Libération, elle m'a encore fait un papier, je vais gagner un galon, quoi. » Et à un moment, ça s'est arrêté. Tant mieux. Je me suis un peu éloignée, là. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème. On parlait tout à l'heure, tu disais, Marion, ça déborde parfois d'une chronique radio, d'un article de presse, ce qu'on a envie de dire. Donc, le livre est là aussi pour vous donner plus d'espace. Est-ce qu'on est aussi plus libre? Et est-ce que, du coup, cette distance journalistique, elle est différente dans un livre? On se permet de dire plus de choses différemment. On n'a pas vous n'avez pas la ligne éditoriale du média pour lequel vous travaillez. Est-ce que ça change l'écriture et cette distance? Oui, alors complètement pour moi, parce que moi, la différence est même assez caricaturale, c'est-à-dire que à RTL, les affaires judiciaires ont la ligne éditoriale de la radio, j'y suis depuis 2 ans, donc je commence à comprendre. En fait, on s'engage pas. Enfin, on doit vraiment faire beaucoup de contradictoires. Moi, j'étais au Journal du Dimanche avant Bolloré, je précise, mais c'était pas, même avant Bolloré, un grand modèle de neutralité. On va dire ça comme ça. Mais du coup, moi, je viens de ce journal où mon chef m'avait dit un jour où j'avais fait du contradictoire dans un papier, dis donc, il est un peu tiède ton papier, tu veux pas enlever tout le dernier paragraphe? J'étais là, non, c'est le contradictoire, mais bon, bref. Mais du coup, moi, je viens de ça. J'arrive à RTL où on me dit, non, c'est les faits, et puis tu fais la position de la partie civile, la position de l'accusé, et puis voilà quoi. En gros, faut que ça soit assez neutre. Je dis ça, j'ai l'air de critiquer, je critique pas, c'est juste différentes façons de voir les choses, et puis finalement c'est peut-être pas mal parce que c'est une radio d'info et les gens comme ça ils ont tous les éléments. Mais moi, dans ma personnalité, de journaliste, moi j'aime bien m'engager, donc j'aime bien prendre parti, toujours en mettant aussi la position adverse, comme ça le lecteur peut quand même aussi se faire son point de vue. D'ailleurs, juste mini anecdote, mais mon compagnon, quand il a lu mon livre, qui est quand même plus orienté défense, parce que je l'ai fait avec l'accusé, donc voilà, il m'a dit « Ah, c'est quand même un connard, hein, c'est sûr que c'est lui », donc j'étais là, d'accord, donc soit j'ai complètement loupé mon truc, soit le contradictoire, il y en avait quand même, donc bref, donc comme quoi les gens peuvent quand même, je crois quand même à l'intelligence des gens. Et après, dernier truc, je pense que les lecteurs, les auditeurs et tout ça, en fait, vraiment, ça dépend faut savoir à qui on parle. Voilà, quand je suis à la radio, les gens, comme vous écoutez sûrement la radio, j'espère, voilà. Mais donc, je sais pas, on est dans la cuisine, on fait autre chose en même temps, etc. Hop, on tend l'oreille, ah tiens, elle nous parle de quoi? Le temps qu'on comprenne, ah c'est l'anesthésiste, machin, ok. Bon, il faut faire simple, direct, droit au but, etc. Dans un livre, les gens, ils vont faire la démarche d'aller acheter mon livre. Donc c'est déjà qu'ils sont un minimum
m'intéresser, qui veulent se plonger dans une histoire, etc. Donc là, je peux y aller, je peux mettre plein de détails, des nuances et tout ça, ce que je ne peux pas mettre à la radio, mais c'est juste pas le même média, quoi. Pour moi, sur l'exemple du procès, il y a tellement de choses qui échappent au chef de prévention dans un procès. Il y a tellement de choses qui ne sont pas racontées parce que dans un procès, on est poursuivi, un accusé, un prévenu est poursuivi pour, mettons, par exemple, viol ou pour un autre délit ou pour des violences à l'égard de sa conjointe, pour rester dans ce domaine-là des violences faites aux femmes. Et on découvre souvent, au fur et à mesure de l'audience, beaucoup d'autres signaux, d'autres délits, d'autres infractions qui ne sont pas poursuivis. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Quand on fait une chronique au quotidien, on est là pour raconter un procès avec les faits pour lesquels les accusés et les prévenus sont poursuivis. Mais si on ne raconte pas le reste, moi je trouve qu'on passe aussi à côté de ce qu'est l'enceinte judiciaire, un espace de parole libre. Et moi c'est aussi pour ça que je chéris la justice, c'est parce que c'est un espace dans lequel on n'a plus de tabou, dans lequel il y a de la vérité, pas forcément la vérité, mais il y a de la vérité qui s'énonce. Et en fait, on va souvent, par exemple, avoir pour un accusé qui est poursuivi pour viol, d'autres indices, par exemple même de viols conjugaux qui sont très rarement poursuivis, de délinquance financière aussi. Enfin, on peut avoir plein d'autres choses qui vont déborder de ce pourquoi on est réunis dans une cour d'assises ou dans un tribunal correctionnel. Et ça, moi, j'ai trouvé que le livre comme espace pour trouver à le raconter. Et pourtant, ça me semble être aussi important dans un procès que ce pourquoi un accusé ou un prévenu est poursuivi. Moi, j'adore faire des bouquins. Et si j'ai quitté Libération en janvier 2015, c'est parce que quand on travaille en quotidien comme ça, on est quand même pressuré, surtout sur ce genre de domaine. Et donc j'ai passé 25 ans à Libération Paris, mais 4 ans avant à Libération Nantes, à Lyon Libération. Donc 29 ans, ça va. Je me suis dit à un moment donné, même si j'avais la possibilité à Libé quand même de proposer des séries d'été, de temps en temps m'arrêter, demander 3 jours pour mener une enquête, etc. Enfin, 3 jours, c'est pas énorme non plus, hein. Mais pour faire une double page, pour faire un truc plus creusé, pour sortir le scoop de Fourniret qui a piqué le magot du gang des postiches. Là, j'ai demandé 2 jours et elles m'ont dit, les chefs m'ont dit qu'est-ce que c'est ton truc? Je dis non, mais c'est une pure intuition, je sais pas du tout. Donnez-moi 2 jours d'enquête, puis on verra après. Elle me dit mais et quand elles ont su ce que c'était, ce que j'essayais de trouver, elles disent quoi? Que Fourniret aurait pu voler le magot des postiches, mais même si c'est pas vrai, tu prends 1 semaine si tu veux. Et en fait, en 48 heures, je leur ai sorti le truc, mais attends, qu'est-ce que je... Oui, mais voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai envie de creuser plus les affaires. Par exemple, l'histoire du Grélé, qui est un tueur et violeur en série méconnu, qui a sévi pendant 35 ans. Ça, à Libération, j'en entendais des bouts. J'avais des bouts de l'histoire, mais c'était plein de dossiers éparpillés, avec une chape de plomb du secret de l'instruction, des flics, des enquêteurs qui voulaient pas parler. Tant que j'étais à Libé, je l'ai très peu traité finalement, ou sauf quand l'ADN a relié des cas qui se ressemblaient pas du tout. Et là, quand je suis partie de Libé, justement, je me suis dit maintenant, je fais des livres et je les adapte en série ou je fais des séries en parallèle pour creuser les histoires, avoir plus de temps, etc. Et donc c'est un autre mode de travail. Et où là, on est obligé, par exemple pour le Grélé, j'en ai fait une série pour France 2 qui s'appelle Insoupçonnable. Là, par exemple, il y a quand même 3 victimes qui n'ont jamais parlé, qui sont face caméra. Ben ça, c'est beaucoup de temps passé avec elles. Et c'est beaucoup de proximité. C'est beaucoup, même des gens qui nous appellent à 23h et qu'on a autre chose à faire, mais qu'il faut quand même les écouter. On ne peut pas les jeter comme ça, comme des Kleenex, quoi. On a pas mal parlé de distance professionnelle. J'aimerais qu'on parle aussi de la distance personnelle que vous pouvez ou pouvez pas ou devez, vous allez nous dire, mettre par rapport à ces affaires. Elles peuvent vous atteindre personnellement. Marion, tu écris dans ton livre « Suivre un procès, c'est accepter d'être bouleversé ». Quand on a parlé, tu m'as dit qu'après le procès Mazan, tu avais repris une thérapie. Enfin voilà, tu m'as autorisé à en parler parce que c'est quelque chose qui te paraît important. On en a discuté aussi, j'en ai discuté avec
avec Plana et Patricia, il y a voilà, plus ou moins ce besoin de mettre de la distance personnelle aussi face à des affaires qui peuvent plus ou moins toucher. Comment on gère ça ? Moi, je pense quand même que, par exemple, quand on suit le procès Mazan et qu'on est une femme, c'est impossible de dire qu'on n'est pas touché. Il faut imaginer près de 4 mois d'audience pendant lesquels on va entendre les dénégations des accusés, une infinité d'autres violences à l'égard des femmes qui ne sont pas poursuivies, et où on va voir les vidéos de ces viols, la manière dont une victime, y compris pour des faits incontestables, est traitée, maltraitée dans une enceinte judiciaire. C'est une accumulation de choses qui peuvent susciter ce qu'on appelle un traumatisme vicariant, qui est celui qu'on peut développer quand on est à proximité des victimes, de leurs récits, et que ça nous atteint. Moi, ça c'est, je veux dire, je peux le dire sans avoir honte, et je pense que c'est aussi bien que vous l'entendiez si vous êtes futur journaliste, c'est que ce syndrome-là, il est venu au bout de 3 mois et demi, et je m'en suis rendu compte avec une autre audience dont je parle aussi, celle du procès de Christophe Rugia pour agression sexuelle à l'égard d'Adèle Haenel. Parce que, pour le coup, il s'agissait d'une enfant victime. Et je pense qu'à ce moment-là, ce que j'avais encaissé de 3 mois d'audience au tribunal d'Avignon est ressorti. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça m'atteint vraiment. C'est beaucoup. Moi, j'ai plein de manières de me protéger pendant une audience, et notamment le dessin. J'ai choisi de dessiner. Alors, au départ, c'est une volonté de documenter autrement que par des mots, parce qu'il se passe quelque chose de sensible dans le dessin, parce qu'on retrouve cette humanité dont on parlait et qui est difficile parfois à l'égard, par exemple, des des accusés sur un procès pour viol en Réunion sur une victime sédatée. Et du coup, de retrouver des traits humains, ça aide aussi. Et ça protège aussi, en fait, parce que le dessin, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance, quelque chose de l'ordre de presque même du jeu et de la douceur qui permet pour moi d'encaisser ces audiences. Après, je pense que voilà, avoir une forme de supervision quand on est journaliste sur des faits qui sont aussi difficiles, ça devrait être plus systématique en rédaction, ça devrait être un réflexe. En l'occurrence, pour vous donner un exemple, moi sur du coup les 4 mois du procès Mazan, alors je souris beaucoup, je suis assez enthousiaste, toujours de bonne humeur, donc je pense que mes rédacteurs en chef n'envisagent pas que je puisse être aussi atteinte au fur et à mesure, mais c'est un collègue qui m'a dit au bout d'1 mois, mais tu sais qu'il y a quand même on a une ligne d'appel. Voilà, on me l'a dit une fois en 4 mois d'audience, et puis ça a été dit par un collègue et pas par un chef. Je pense que pour ça, les rédactions devraient un peu se remettre en question et activer un autre mode, parce que en l'occurrence, moi ça va très bien. J'ai écrit un livre, je poursuis le travail et je continue de creuser ce dossier d'instruction qui a 52 tomes et qui est infini. Mais je pense que ça devrait être une réflexion plus globale. Moi, je pense, si tu veux, que ça fait partie des risques du métier, et que si on a besoin à un moment donné d'une thérapie, je pense que c'est à nous de se débrouiller seul, tu vois. Je suis pas parce que c'est tellement dur si tu veux, dans ce métier-là. Enfin. Bon, moi, mais peut-être parce que je travaille à l'ancienne et que, tu vois, je suis une ancienne, j'imagine pas les rédactions avoir toutes des psys à demeure pour nous aider, mais il faut trouver, en tout cas, moi, des procédés soi-même, quoi. Par exemple, moi, un truc qui était dur, un procès hyper dur, et l'instruction avant, c'était le procès des Fourniret à Charleville-Mézières. Donc, c'était 11 semaines en hiver à Charleville-Mézières, dans les conditions de Libé à l'époque, c'est-à-dire on m'avait trouvé un hôtel sans étoiles, c'était 3 chambres pourries au-dessus d'un bar à 2 pas, ça s'appelait le Marcassin. Enfin, c'était atroce, loin du centre-ville. Bon, et là, il y a eu un jour, pendant 3 semaines, je suis pas sortie parce qu'en plus j'étais loin de tout là au Marcassin.
Et j'avais même pas de bureau. Le mec, je lui ai dit, mais attendez, Libé vous a appelé pour une chambre. Je dois écrire dans... Oh, c'est pas un problème. Le mec, il m'a attrapé une table en marbre, là, les tables rondes, pour mettre dans ma chambre, mais il n'y avait pas de place. En gros, j'avais la table, mon ordi dessus, j'avais pas la place de poser un carnet de notes qui était posé sur mon lit, une place derrière, et je faisais des allers-retours. Et d'ailleurs, Verdeillan, sur France 2, avait fait un sujet sur les conditions de travail des journalistes à Charleville. Il était venu me filmer dans ma chambre pourrie. Non mais voilà, donc il y a un jour, enfin au bout de 3 semaines, là je commence à souffrir quand même pas mal, et on se dit avec le collègue du Monde et celui du Figaro, allez, ce soir on va aller picoler, on va faire une bouffe et tout ça. Donc ça, c'est génial. Mais sauf que c'était un jour, l'audience qui a été la plus terrible du procès. Ça, je savais pas. Et donc, j'avais fait 3 papiers dans la journée, parce que Libé ne voulait pas m'envoyer de stagiaire, c'était trop cher. Enfin bon. Et donc, ce jour-là, on avait vu notamment les aveux de Michel Fourniret filmés en Belgique. Alors, hyper clinique, hein, les aveux sur des crimes et des viols de petites filles, mais truc atroce. On avait entendu la mère d'une victime hurler dans le micro, insulter Fourniret et lui dire « Montrez vos mains qui ont étranglé ma fille ». Enfin, c'était une douleur à l'état pur. Et puis l'après-midi, on avait vu les images d'une reconstitution justement sur cette petite fille de 12 ans de Monique Olivier, qui en fait avait nettoyé, la petite fille, elle avait ses règles, et elle l'avait nettoyée avant de l'offrir à son mari, quoi. Et là, on voit cette reconstitution avec une poupée, un mannequin sur un lit. Et là, c'était trop. Et donc, le soir, quand je vais rejoindre mes collègues pour me défouler, en fait, et là, dans la rue, à un moment, je sursaute, parce qu'en face de moi, il y a une dame avec un cabas, et cette dame, elle a une longue frange comme Monique Olivier. Et dans la rue, j'ai sursauté. Et la dame m'a dit, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, excusez-moi, il n'y a rien. Ah non, mais je l'ai prise pour Monique Olivier, quoi. Et quand je suis arrivée voir les potes, j'ai dit, bon, allez, les mecs, on va picoler. On a picolé, mais toute la soirée. Le lendemain, on avait la gueule de bois, mais au moins, voilà. Et puis, on a parlé entre nous. Ça aide quand même dans les audiences. Non, mais évidemment que on a toutes fait, enfin, on fait toute partie de l'association de la presse judiciaire et on se retrouve très régulièrement au procès, on se retrouve pour débriefer, mais moi, ça, je trouve que c'est indispensable. Mais pour moi, ça suffit pas. Et je pense que, tu vois, la manière dont on parle, c'est encore hyper vivace, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi une manière de se décoller. On peut être, en fait, complètement accepté. Moi, j'accepte d'être bouleversée parce que sinon, il y a des choses qui ne passent pas. Donc, il faut quand même accepter d'être touché. Sinon, en fait, ne couvrez pas de procès, ne suivez pas cette matière, ça ne sert à rien. Mais c'est une chose que d'accepter d'être touché, c'en est une autre que de se trimballer, en fait, tout ce que tu as traversé dans ta carrière professionnelle sans pouvoir le déposer à un endroit. Et je trouve que, en fait, les conversations avec les collègues ne suffisent pas à déposer ce bagage. Mais ça, je pense que c'est le choix de chacun. Mais par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est, je pense que ça devrait être proposé au moins, parce qu'en fait après, tu vois, si toi ça te suffit de parler avec tes collègues, à ce moment-là tu dirais non, j'ai pas besoin. Mais c'est vrai que moi, en fait, là ça fait 15 ans que je suis journaliste, d'abord à La Voix du Nord et après en Natio. J'ai fait que du fait divers, et en fait, je n'ai jamais eu une seule fois cette proposition, mais jamais. Je pense que c'est pas normal et que on aurait pu juste me demander en fait, est-ce que ça va, voilà. Et en fait, comment dire, clairement, je te rejoins aussi sur le fait que si nous on n'est pas prêt à être bouleversé, à être ému, à pleurer, à être voilà. En fait, c'est vrai que c'est pas la peine de faire ça parce que on va mal faire notre travail en fait. Et forcément, on touche une matière qui est profondément humaine, qui est très difficile. On rencontre des gens qui sont eux-mêmes dans des situations pas possibles. Donc heureusement qu'on est touché. Sinon, ça serait grave pour nous. Et j'ajoute un petit truc parce que moi, j'ai commencé à La Voix du Nord au fait divers en étant très jeune, comme tout le monde qui commence, bon. Et en fait, les
plus âgés, dans les vieux de la vieille, des faits diversiers de la Voix du Nord, étaient un peu genre qui roulent des mécaniques et tout, enfin sympa, mais à me montrer des photos de cadavres, à me proposer d'assister à une autopsie, enfin bon, voilà, à me raconter des trucs plus horribles les uns que les autres. Et en fait, comment dire, je suis pas sûre que ce soit super. En fait, enfin moi, j'ai d'ailleurs, enfin j'ai jamais, enfin c'était la grande blague dans ma famille parce que j'ai peur du sang, donc enfin c'est très drôle, quoi. C'est vrai que, mais par exemple, enfin on voit des trucs quand on est en fait divers en local. C'est, enfin moi j'ai heureusement après je suis allée en national, mais enfin, des fois, c'est pas comparable. Enfin, par exemple, à un moment, je suis appelée en pleine nuit. Un petit garçon à Los qui s'est fait poignarder par son père dans la rue. Bon, et en fait, donc j'arrive, tout ça, il fait noir. Bon, faut voir, votre portable il sonne, il est minuit. Enfin, faut se dépêcher, faut monter dans la voiture, faut trouver l'adresse, on fait tout en local, donc il y a la photo, tout ça, donc on est tout seul. Et là, en fait, à un moment, heureusement, parce que les flics du coin, tout ça, c'est nos copains. Enfin, on les voit tous les jours et tout ça. Donc, heureusement, ça fait un peu d'humanité dans le truc. Et il y a un policier qui me dit mais attention, t'es en train de marcher sur la scène de crime. Donc, en fait, j'avais les bottes pleines du sang de cet enfant. Donc, j'avoue que, franchement, quand je suis rentrée chez moi, là, à la distance, il fallait que j'écrive l'article pour le web parce que j'ai vu l'apparition du web. Voilà, c'était assez compliqué parce qu'on nous faisait la pression pour qu'on écrive dès qu'on voyait quelque chose et tout ça. Et du coup, on n'est pas bien, quoi. Donc c'est vrai que voilà. Et après, donc je trouve qu'on devrait quand même au moins avoir une proposition de suivi. Et après, les stratégies, ouais, c'est ça. On boit des coups, on se voit, on discute. Ouais. Moi, je parle beaucoup de ce que j'ai ressenti. Je sais pas, mes amis, à plein de monde. Voilà, ça fait du bien. Et je pense qu'il faut... Tu dis c'est vivace parce que moi, je pense que toutes ces histoires-là, y compris les choses beaucoup plus gaies, je les garde, enfin... Tu vois, ça fait partie de mes souvenirs. Et même quand c'est des trucs un peu durs, voilà, ça fait partie de la vie, quoi. Voilà. Après, on a des choses, on s'occupe de nos enfants, ils nous font oublier plein de choses aussi, hein, les gamins. Après le procès Guy Georges, moi j'avais pris une semaine à la plage avec les gosses et tout. Je vais danser, m'éclater en boîte. Enfin, il y a plein de parades, mais c'est vrai qu'il faut pas qu'on soit trop blindé. Comme les roule-tabilles et les faits diversiers d'antan, là, qui roulent des mécaniques, ont tout vu, tout connu. Il faut rester, voilà, quand même avec nos émotions pour transmettre l'émotion. Merci. Je vous propose, si vous le souhaitez, de poser des questions. Donc, il y a un micro qui va circuler. Si vous... Voilà, je voudrais qu'on vous laisse aussi un petit peu le temps de poser des questions à nos invités. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Il faut une première personne qui se lance. Hein. Merci. Bonjour, merci beaucoup déjà d'être venu intervenir, c'est hyper intéressant et enrichissant. Je voulais savoir, au cours de vos procès que vous avez assistés, vous avez pu aussi un peu vous rendre compte de certains fonctionnements de la justice et notamment aussi, par exemple, de la précarité, quelquefois du fonctionnement de la justice qui a de moins en moins de moyens aujourd'hui. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a moins en moins de moyens, c'est pas tout à fait juste, puisque pour le coup, les moyens de la chancellerie ont augmenté, mais c'est toujours largement insuffisant. Pour donner des exemples, parce que je trouve que c'est ce qui marque le plus, par exemple, le procès Mazan, il a été envisagé au départ qu'il soit organisé au Parc des Expositions. Parce qu'avec 51 accusés, en fait, il n'y avait aucune salle qui était adaptée au tribunal d'Avignon. Et la chancellerie, étant persuadée que Gisèle Pellicot allait demander le huis clos, a abandonné cette option-là. Le procès n'a pas eu le label grand procès qui permet d'avoir une enveloppe d'1 million d'euros. Et donc, du coup, il a été décidé de réaménager la salle des assises du tribunal d'Avignon, qui est, pour le coup, exiguë. Il a été créé un nouveau box pour accueillir les 18 accusés qui comparaissaient détenus. Et pour le reste, on a rajouté des bancs, à tel point que du coup, Gisèle Pellicot se retrouvait, du coup, on va prendre cette salle comme exemple, du coup, au Radiateur.
nous on est la cour au radiateur et que du coup madame avec la veste rose était un des accusés et donc du coup il faut imaginer voilà la distance qu'il y a entre les deux. Ça c'est les manques de moyens de la justice. Au-delà du manque de moyens de la justice, c'est aussi l'absence de prise en compte de l'espace pour notamment les parties civiles. Voilà, ça c'est un exemple concret. Il y a des moyens qui augmentent, mais c'est sûr qu'il y a une telle masse, un contentieux tellement important, par exemple pour celui des violences sexuelles, que à moyen constant, avec l'espace qu'on connaît, c'est impossible d'absorber ce contentieux et que ça pose des questions qui sont structurelles. Donc pour le moment, on ne voit pas de plan massif, notamment budgétaire, pour faire face à ces problèmes structurels. En même temps, quand ils ont organisé la justice avait organisé le procès du premier réseau islamiste, genre le réseau Chalabi, il y avait 90 ou 130 prévenus dans un gymnase. Et ça va pas du tout non plus, même s'il est réaménagé. Et en même temps, moi, je trouve que certains procès d'assises, tu vois, genre même fournirait 11 semaines, c'était beaucoup trop. Guy Georges, c'était 3 semaines. Et il y avait autant de victimes que pour Fourniret. Donc là, la justice avait mis trop de moyens, à mon avis. Et tu vois, 2 jours par victime, ça paraissait long, même aux familles. Tu vois, il y avait le père de Jeanne-Marie Desrameaux qui a été tué par Fourniret. Le monsieur, il était dans un fauteuil roulant en premier rang. Je peux te dire, c'est trop long. C'était trop long. Donc, tu vois, c'est un peu bizarre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Je crois qu'il y avait une question par là-bas. Merci. Bonjour et merci pour la présentation. J'ai 2 questions. La première, c'est sur... je trouve qu'on assiste, notamment via YouTube, les réseaux sociaux, à un regain d'intérêt pour le procès. Que je trouve énorme. Et parfois, quand on regarde... en tout cas, moi, il m'arrive de me demander si je pourrais me lancer sur YouTube, mais quand je regarde la manière dont c'est feuilletonisé, et peut-être des fois aussi très raconté comme finalement un peu une fiction, je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous, de ça. Et l'autre question concerne les dysfonctionnements de la justice, mais en matière de sexisme. Alors, dans le procès Mazan, il y avait tellement de caméras braquées que tout... Il y en a eu, mais je pense que dans la justice anonyme, ça peut être encore plus... sauf qu'en plus, personne n'est là pour pointer un regard, de dire non, c'est pas possible de se comporter comme ça en 2025. Et je voudrais savoir comment vous le traitez dans vos articles. Comment vous le traitez dans vos articles? Alors attends, il y a beaucoup de trucs. Ouais, le sexisme, on va te laisser répondre. Le sexisme dans la justice, ça vient... il faut déjà, par exemple, se dire que le procès, c'est la justice d'exception. Et il faut en fait toujours se le rappeler. C'est-à-dire que si on a plus de 3/4 des plaintes pour violences sexuelles qui sont classées sans suite, on ne peut pas traiter la justice et la question de la judiciarisation des violences sexuelles si on ne parle que du procès, puisque c'est le bout de la lorgnette et qu'il y a eu un écrémage tellement important avant que du coup, on passe à côté de cette question-là. Donc il faut pouvoir continuer à traiter, ne serait-ce qu'un dépôt de plainte, la manière dont une plainte est reçue. Moi, j'ai des retours, mais en permanence, en particulier depuis que je suis plus identifiée sur ces questions-là, de manière dont les policiers vont systématiquement dire des choses du type « mais vous comprenez que quand même là, vous allez... il risque 30 ans de prison avec ce que vous allez dire, mais du coup, vous n'avez pas réussi à exprimer une résistance, vous n'avez pas dit non, vous l'avez pas tapé, vous l'avez pas mordu. Donc ça continue, donc il faut continuer de laisser un espace médiatique pour documenter cette partie-là. Après, il faut continuer aussi à documenter le reste de la chaîne judiciaire, et ça peut être à l'occasion d'un examen médico-légal, notamment, donc du coup, je vais faire comme il a fait. Donc là, il vous a mis 2 doigts et c'était comme ça. Ça existe aussi. En fait, pour moi, il faut prendre cette question-là sur l'ensemble de la chaîne judiciaire,
pour pouvoir montrer les résistances encore, le sexisme de l'institution qui est réel. Et de toute façon, c'est la construction de notre justice. Notre justice, sa construction, c'est le 19e siècle, sur les questions des violences sexuelles. C'est le code civil, le code pénal Napoléon, et c'est une préservation de l'ordre établi. Donc du coup, la personne qui vient dénoncer des violences, elle est elle-même une menace pour l'ordre établi. Donc il faut juste se rappeler de ça, se dire que la jurisprudence, heureusement, a évolué, qu'on a aujourd'hui énormément de décisions qui permettent de protéger, notamment par exemple sur les questions qu'on aborde de la victimisation secondaire. On a des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin voilà, pour moi, il faut pouvoir documenter toute cette chaîne-là, et pas seulement le moment du procès, même si le moment du procès est encore le terrain de l'expression du sexisme. Enfin, et pour Gisèle Pelicot aussi. En fait, comme pour les parties civiles lambda, c'est toujours la même histoire. J'ai assisté à beaucoup de procès pour violences sexuelles. Il y a toujours du sexisme, y compris dans les audiences, y compris avec des victimes qui sont incontestables. Et juste pour ajouter, je trouve que c'est aussi notre rôle en tant que journaliste quand on suit un procès. En fait, c'est un rôle un peu de vigie, c'est-à-dire que on voit bien que les procès médiatiques se déroulent pas tout à fait de la même façon que les procès non médiatiques. Et je pense à une des plaignantes dans l'affaire PPDA qui s'appelle Hélène Devinck. Je sais qu'elle a assisté à plein de procès sur des violences sexuelles et justement, elle a visé des petites audiences. Enfin, voilà, elle me racontait ça pour voir justement comment la justice entre guillemets du quotidien de ces violences-là qui sont un contentieux de masse se déroulait. Et c'est vrai que vraiment quand il y a un journaliste dans la salle, moi en presse locale, j'étais souvent toute seule. Enfin, il y avait que La Voix du Nord qui était là pour des procès d'assises à Douai. Et en fait, heureusement que j'étais là, pas moi personnellement, mais heureusement qu'il y avait un contrôle d'un journal. Juste avant que je parte au JDD, c'était en 2017, je vais à un procès d'assises pour violence conjugale grave et il y a même failli avoir la qualification acte de torture et de barbarie, donc elle a été retirée, mais bon, donc c'était vraiment très grave, et viols conjugaux répétés. Et je vais essayer de pas... Attendez, parce que j'ai un truc un peu gore, je vais peut-être pas dire ça. Attendez, je vais dire un autre exemple, enfin cet exemple-là, mais en fait, en gros... donc c'était l'accusé, il violait sa femme et sa maîtresse et en fait la position de l'avocat de la défense était de dire qu'elles étaient consentantes. Et sauf que, comme je vous disais, il a failli avoir la qualification d'acte de torture et de barbarie. Donc, je vais pas vous citer le truc en lui-même, mais un truc vraiment horrible. Et le mec était là, oui, elle est consentante et tout ça. Et donc, moi, évidemment, je l'ai écrit dans La Voix du Nord sur Internet d'abord et puis dans le journal papier. Et le lendemain, le mec, évidemment, l'avocat est venu me voir parce que quand vous êtes toute seule, c'est aussi un peu le problème, c'est que on vous prend tous à partie. Il me gueule dessus, il me dit que je comprends rien à la défense pénale, etc., etc. Mais n'empêche qu'après, il s'est un peu calmé aussi, quoi, parce qu'il n'avait pas envie non plus d'avoir une mauvaise réputation. Donc, on peut servir à ça aussi. Et juste en 2 mots pour répondre sur la question sur YouTube et l'engouement nouveau des procès et qu'est-ce qu'on... Bon... moi, j'ai 40 ans, donc je suis pas dans la narration de YouTube. Voilà, il se trouve que j'ai 2 beaux enfants qui ont une vingtaine d'années, donc voilà. Mais n'empêche que je trouve ça super parce que moi-même, je le ferais pas. Enfin, je serais complètement ridicule. Moi, je reste dans le journalisme plus classique parce que voilà. Mais je trouve ça super que ça intéresse en fait des jeunes. Par exemple, Mazan. Moi, j'ai plein de jeunes, de gens qui s'étaient jamais intéressés. Alors, moi, j'ai pas suivi comme Marion. Moi, j'étais numéro 2 de ma collègue sur Mazan. Je suis restée en gros 1 mois à tout casser, mais du coup voilà. Mais j'ai des gens de mon entourage vraiment jeunes qui s'intéressaient pas à mon travail avant, qui m'ont dit mais j'ai vu sur je sais pas quoi telle ou telle chaîne, enfin des trucs que moi j'ignore ou TikTok ou j'en sais rien. J'ai vu parler de ça et donc qui m'ont demandé de raconter et tout. Donc c'est sûr que au niveau de la façon de présenter les choses, de la narration, c'est pas classique et moi c'est pas ce que je vais aimer moi, mes goûts, mais finalement c'est pas grave. Enfin, je trouve que c'est bien que ça fasse s'intéresser des gens qui avant ne s'intéressaient pas à ça. Oui, mais tout dépend comment c'est traité. Moi, j'ai pas mal de vidéos qui circulent sur YouTube, des interviews, je sais pas, que j'avais données, Faites entrer l'accusé, mais des tas d'autres émissions. Et j'ai des retours de jeunes gens ou sur TikTok, et ça me plaît.
Mais j'ai aussi découvert des trucs, des youtubeurs qui vérifient rien du tout, quoi, qui font des livres à succès. Alors, ils vendent 10 fois plus que moi, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, je veux dire, rien n'est vérifié. Ils racontent ça à leur sauce. Je vais pas citer de nom, mais franchement, il y en a un. Mais là, ça me déglingue, ça. Et il vérifie rien, donc il prend des choses qui circulent comme ça dans les journaux, il les balance et il a une audience pas possible. Donc je dis attention quand même, YouTube, il y a du bon et il y a du moins bon. Moi, sur ça, j'ai découvert, ça va un peu dans les deux sens, mais j'ai découvert que, par exemple, la jeune femme qui était à l'accueil de l'hôtel où j'étais à Avignon, en fait, m'écoutait tous les jours, mais sans le savoir, parce qu'il y avait une youtubeuse qui lisait tous mes tweets, qui se filmait devant son écran d'ordinateur avec un micro et qui lisait mes tweets. Elle disait pas que c'était toi ? Si. Elle s'appelait Peppa Reddington, je ne connais pas cette jeune femme. Et du coup, en fait, j'ai découvert que cette génération-là écoutait. Et dans ce sens-là, je me suis dit, c'est plutôt chouette. C'est-à-dire qu'elle prenait quand même un contenu journalistique dont elle transformait la forme. Moi, la forme m'ennuyait à mourir. C'est-à-dire que vraiment, elle était devant son écran d'ordinateur et elle lisait mes tweets. Mais apparemment, ça marchait vachement bien, ça avait une grosse audience. Ce qui pose question, c'est davantage, et ça, on l'a vu au procès, alors moi, je ne l'ai pas couvert, mais c'est ce que m'ont rapporté mes confrères et consoeurs qui l'ont suivi, au procès Lola, de Dabia Benkired, il y a eu pour le coup des influenceurs qui sont carrément venus et qui se sont fait accréditer et qui, eux, pour le coup, ont produit de la chronique depuis leur suivi de l'audience. Et là, moi, ça m'interroge. Évidemment, il n'y a pas d'interdit, mais c'est sur leur positionnement et la manière dont ils marketent leur production. Et c'était des réflexions du type, j'en ai regardé depuis, la Dabia, elle a pris 15 kilos dans le box. Fait des choses qui sont en axe de vue, et puis c'est vraiment dégueulasse, elle fait des choses horribles, et qui perdent complètement l'intérêt d'une audience, notamment dans cette confrontation entre le système et des partis, quoi. Et ça m'interroge, parce que si c'est ça qui prend le pas sur une chronique qui, pour le coup, respecte le contradictoire, qui va mettre en avant des faits, etc., là, ça pose plus question, quoi. Mais il ne faut pas se dire que c'est du journalisme, en fait. Il faut juste être sûr que les gens qui regardent ça ont compris que ce n'était pas la même chose. Et c'est le rapport à la vérité qui, oui, voilà, mais au réel. Nous, quand on était jeunes, on discutait de choses sans vérifier. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et là, c'est juste qu'ils le font, mais que c'est public. Mais je pense qu'il faudrait les éduquer aux médias ou je ne sais pas quoi, mais pour leur dire, ça, c'est juste... c'est pas pareil que je sais pas, un journaliste qui suit une audience qui raconte son truc. On a peut-être le temps pour une toute dernière question, s'il y en a une, puisqu'il est midi. Si on n'a pas, on va s'arrêter là. Non ? Bon, c'est que vous avez été complète sur le sujet. Merci beaucoup. Merci. À toutes les trois. Merci. Et merci à vous d'avoir assisté à cette première table ronde. Il y aura 2 autres tables rondes cet après-midi. Les 3 auteurs qui sont ici, 3 journalistes, sont présents évidemment dans le salon. Vous pouvez les retrouver.